ciutadans, citoyen. Citoyen, si j'avais à le classifier, j'aurais du mal, mais le plus proche serait le parti du mouvement des radicaux, non pas des radicaux de gauche, le mouvement de Chevènement. Ça s'appelle le mouvement pour le renouveau de la... je ne sais plus. Chevènement. Ça serait un chevènement bis, c'est-à-dire, dans le fond, très jacobin, très espagnoliste, mais soi-disant progressiste. Donc ça c'est Ciutadans. Attention à Ciutadans. Ils étaient à 3, ils sont passés à 9. Donc ce qui veut dire qu'il existe aussi en Catalogne, étant donné que, comme vous voyez, en Catalogne il y a de tout, c'est un système très démocratique, et bien qu'il y aurait entre 9 et 19 de personnes qui sont effectivement espagnolistes, c'est-à-dire opposées au processus. 9 et 19. Mais ça représente 20% des forces parlementaires du Parlement catalan. Là-dedans, un fait nouveau, c'est la CUP. Alors la CUP, c'était vraiment un laboratoire politique nouveau qui vient d'apparaître. CUP, c'est-à-dire candidat pour l'Union populaire, candidat pour l'Union populaire, qui est un parti nouveau, d'un style nouveau, qui s'inspirerait beaucoup de ce que produit la société civile, c'est-à-dire une espèce de laboratoire ou de laboratoire politique dans lequel, effectivement, les problèmes sont abordés d'une autre manière, sur un autre style. C'est un parti tout à fait nouveau. Voilà pour le panorama politique actuel. Vous avez les résultats même là-haut. Que faut-il maintenant penser des socialistes? Je l'ai laissé pour la fin. Le PCC vient de proposer de son côté un fédéralisme fort, conduisant à un État propre. C'est-à-dire que finalement, et ça date de cet été, et il y a eu un pacte de Grenade dans lequel toutes les forces politiques socialistes de toutes les régions se sont réunies et sous la demande des Catalans ont accepté finalement cette formule d'un fédéralisme fort qui trancherait avec ce qu'étaient devenues les autonomies qui ne conduisaient nulle part. Et donc, ce fédéralisme fort qui pourrait arriver à la création d'un État propre, ce sont les termes exacts, pourrait ouvrir la voie à ce qu'ils appellent le confédéralisme, c'est-à-dire un fédéralisme conçu à partir des régions qui le décident eux-mêmes et non pas imposé par l'État central comme l'État des autonomies avait été imposé en 1980. Il existe aussi la position, j'en ai parlé tout à l'heure, de la droite, d'un nationalisme primaire espagnol qui est encore effarant et qui pense que l'on peut continuer le système des autonomies, c'est-à-dire qui pense qu'on peut continuer à vider ce qu'il existait du système des autonomies. Un nationalisme espagnol grandiloquent qui rappelle certains relents du franquisme, étant donné que beaucoup de ses dirigeants sont des fils du franquisme. Je disais tout à l'heure que Alex Salmond avait déjà accordé une date pour ces négociations, mais que, et j'expliquais cela de la façon suivante, il y a dans le Royaume-Uni 300 ans de démocratie, malheureusement en Catalogne, en Espagne, nous avons 30 ans de démocratie. Nous sommes une démocratie très jeune, et donc ça explique peut-être la situation de blocage dans laquelle on est arrivé, c'est-à-dire un manque de perspective démocratique et d'entendre toutes les parties et d'arriver à s'entendre au niveau de l'État espagnol. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut l'imputer à ces 30 années de jeune démocratie espagnole? En tout cas, la situation est celle qui est actuellement. Quelques conclusions pour en terminer, quelques points communs que j'ai trouvés entre la Catalogne et la Bretagne qui n'engagent que moi. Notre histoire, la langue, la culture, l'identité, nous avons les mêmes forces, c'est-à-dire un passé mythique, pour ne pas dire mythifié, et un futur à inventer les uns et les autres.
une économie. En ce qui concerne l'économie, nous avons des différences et des similitudes. Il est évident que la Catalogne, son économie, remonte à l'industrialisation du XIXe siècle et qu'elle a continué sur sa lancée et qu'aujourd'hui, la Catalogne n'a pas peur de la mondialisation. Sa bourgeoisie participe dans de nombreuses entreprises avec des pays du monde entier. Je pense que c'est la même chose pour ce qui concerne l'économie de la Bretagne. Il existe également une projection extérieure et une conception de l'Europe qui est très parallèle entre celle de la Catalogne et de la Bretagne, une même conception d'une Europe fédérale, que nous voulons fédérale, mais que nous savons difficilement réalisable, et aussi une conception européenne des régions qui n'a rien à voir avec la conception française des régions. Ça, c'est une des leçons que j'ai appris de Michel Nicolas. Il insiste beaucoup sur cet aspect de la conception européenne des régions, qui est une conception, je dis bien, très différente de ce qu'on appelle en France la régionalisation ou la décentralisation, si vous voulez, de l'État, qui reste toujours quelque chose à réaliser, mais qu'il est difficilement réalisable avec la lourde tradition jacobine de ce pays. En tout cas, il faut maintenir une relation de collaboration entre la... Ah, pardon. Je voulais parler de la relation de collaboration de la Bretagne avec l'État central et une situation conflictuelle de la Catalogne actuelle avec l'État central. Effectivement, en lisant, je crois que ça s'appelle Power Brace dans Le Monde, je crois avoir lu que les Bretons sont très introduits dans l'appareil central de l'État à tous les niveaux, non seulement au niveau ministériel, nous savons qu'il y a 4 ministres, mais il y a aussi des hommes politiques très engagés dans l'appareil de l'État qui sont bretons et qui, en retour, sûrement obtiennent des résultats. Et c'est pourquoi je parle d'une collaboration jusqu'à maintenant positive pour ce qui est de la Bretagne. Que n'ont pas d'ailleurs certaines autres régions de l'État. Je suis frappé par exemple par la normalisation linguistique des indicateurs qu'il existe dans toute la Bretagne, même dans le pays gallo. Il n'est rien de tel pour la Catalogne. Actuellement, on pourrait dire qu'il n'existe aucune relation entre l'État central et la Catalogne. Les ponts sont coupés à ce niveau également. Je rappelle que pendant la dernière étape socialiste du gouvernement de Zapatero, je revois encore cette image du ministre des Armées, qui était une jeune femme de 35 ans, enceinte, qui passait en revue les armées, les chefs d'armée de l'état-major espagnol. Rien de tel aujourd'hui, rassurez-vous, il n'y a plus aucun ministre catalan à Madrid. Les Catalans sont donc entre el seny et la rauxa, j'explique ces deux termes, entre le calme et le pactisme, ou si vous voulez le bon sens, et l'énervement et l'exaltation. Aujourd'hui, la situation est très tendue. Les Bretons, eux, sont entre une identité apaisée, c'est ce que je lis dans certains livres comme celui de Michel Nicolas, la Bretagne revendiquée, mais aussi la Bretagne apaisée, c'est ce que je lisais dans Le Monde récemment, et effectivement, elle mise certainement sur une ouverture qui est relativement confiante à son avenir. Est-ce qu'il en est de même en Catalogne? Je ne me suis pas prononcé. C'est vrai que je me pose beaucoup de problèmes et que je suis la situation de très près. J'ai essayé simplement, sans prendre position, de vous dire quelles étaient les positions des différents partis politiques. Maintenant, vous pouvez en déduire ce que vous voulez de ce que je vous ai dit. Je vous remercie. Bien, nous vous remercions évidemment de cet exposé brillant, synthétique, qui fait le point de la situation de la Catalogne en ce moment. Alors je suppose qu'il y a donc des questions parmi l'assistance pour compléter, pour préciser certains points que vous avez abordés.
Alors, je ne sais pas si certaines personnes veulent intervenir. Oui. Quelle proportion de Catalans souhaitent l'indépendance en termes chiffrés? Comment? Quelle proportion de Catalans souhaitent l'indépendance en Catalogne? Ça, on le saura lorsqu'il y aura la consultation. Oui, mais est-ce qu'on peut déjà estimer un peu? Ce que l'on peut estimer, c'est ce que j'ai dit au sujet des résultats dans le Parlement de Catalogne, où 80% des députés sont favorables à la consultation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est dans la consultation, qu'est-ce qu'il va en sortir. Et là, il est évident que lorsqu'on voit 1,5 million de personnes dans la rue, on peut supposer qu'effectivement, on n'est pas loin de 50% de la population. Je rappelle que la Catalogne a 7 millions d'habitants, comme le Québec, et que, évidemment, ces 7 millions, par rapport à 1,5 million, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il faut le traduire en termes politiques. Donc, il m'est difficile aujourd'hui de dire si c'est 50%. Certains parlent, en ce qui concerne l'Écosse, je ne sais pas comment ils le font, ils disent qu'actuellement 40% seraient favorables à l'indépendance en Écosse et que 60% des Catalans seraient favorables à l'indépendance. C'est ce que je ne veux pas dire, parce que je ne peux pas faire de spéculation dans le vide. Je ne sais pas me prononcer, mais j'ai ces chiffres en tête. 1,5 million dans la rue qui réclament l'indépendance, clairement, sur 7 millions d'habitants. Ça ne veut pas dire 7 millions d'électeurs. Il me semble pourtant qu'il y a eu donc, différents sondages qui ont précisé donc, des chiffres par rapport donc, à cette adhésion à l'indépendance. Je connais mal les sondages et c'est vrai que je ne m'intéresse pas trop aux sondages. Le dernier sondage, en tout cas, que j'ai vu, donc, donne quand même, semble-t-il, 56% de Catalans favorables donc, à l'indépendance, à peu près donc 23% qui seraient opposés et donc 15% qui seraient indécis. Voilà, donc, les chiffres que j'avais eu également donc, avec les dirigeants de la Convergence quand je les avais rencontrés hier, à peu près similaires. Toujours pareil, je prends les sondages avec des pincettes. Je ne sais pas comment interpréter tout cela. Peut-être ce qui est intéressant de dire, c'est que les sondages n'arrêtent pas de augmenter, hein, d'avoir un chiffre de plus en plus élevé de citoyens proches à l'indépendance. Ce qui a changé la situation, à mon avis, c'est vraiment donc, le tribunal constitutionnel qui a fait sa déclaration après le statut d'autonomie, qui a tout coupé. Et c'est là que les citoyens se sont sentis vexés, et c'est là qu'on commence à comprendre qu'il y a de plus en plus de monde prêt à couper les fonds. Enfin, je pense. Et les Catalans. Vous avez pu comprendre. D'autres questions? Et qu'est-ce que pense la Catalogne Nord de la perspective d'une Catalogne Sud indépendante? Est-ce qu'ils sont, ça leur donne envie, ça leur fait peur, ils sont indifférents? Alors, je suis mal placé parce que je suis en contact, effectivement, j'habite en Catalogne du Nord, à Céret, près de Perpignan. Je suis en contact, évidemment, avec les gens qui organisent cette solidarité, et eux sont tous favorables, Ils pensent qu'il peut y avoir des répercussions favorables par rapport à la Catalogne du Nord, mais il est évident que c'est un autre contexte politique et d'État tout à fait différent, et qu'il est difficile de dire quels sont les pourcentages, là, de personnes qui sont favorables à ce processus. C'est bien inférieur à ce qui se passe de l'autre côté. C'est tout à fait différent. Nous avons actuellement une drôle de manifestation qui est prévue. C'est une chaîne humaine qui doit partir de Salses, qui est au nord de Perpignan. C'est le point le plus au nord de la Catalogne, des pays catalans, disons. Et on veut établir une chaîne humaine. Et donc, pour couvrir, s'il faut 1 mètre par individu, il nous faut à peu près 6000 personnes pour couvrir les 60 km qui nous séparent de la frontière du Perthus. Avons-nous ces 6000 personnes?
C'est la question que nous nous posons ces jours-ci et pour lesquels tous les jours nous recevons des messages email pour essayer de drainer des gens intéressés. Cette chaîne humaine continue de l'autre côté, hein, de tous les territoires de Catalogne. C'est la manifestation pour le 11 septembre prochain. C'est une chaîne humaine qui conduit vers... C'est-à-dire que la société civile n'a pas arrêté de faire des manifestations, comme un grand récital qui a eu lieu à Camp Nou, je ne dis pas New Camp, Camp Nou, c'est-à-dire le terrain de football du Barça, où il y a eu 90 000 personnes et où des chanteurs se sont succédés, etc. Donc la société civile continue à être mobilisée, même en Catalogne du Nord, mais toute relation gardée. Catalogne du Nord, c'est le Roussillon, hein, pour les Français. Combien il y a d'habitants en Catalogne du Nord? 360 000. C'est un tout petit département. S'il y a un problème institutionnel, puisque d'après ce que j'ai pu entendre, si la Catalogne du Sud obtenait son indépendance, il existerait la possibilité que des Catalans du Nord deviennent même ministres. Pourquoi pas? Mais encore, on peut rêver, hein, c'est-à-dire on n'y est pas encore, hein, c'est-à-dire il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire que nous n'en sommes pas là et que nous avons beaucoup de travail avant d'y arriver.